Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. On en parlait à l'instant avec l'ami Luc Laliberté. Je voulais faire jeter un regard plus spécifique sur cette histoire de M. Trump, donc, qui propose sur son réseau social Truth Social, pas d'annexer, mais en fait, il demande au Panama, en fait, soit d'ajuster ses tarifs ou carrément de lui rendre le canal, là, finalement. Donc, je ne sais pas si c'est une tentative d'annexion. Pour en parler, je suis avec Justin Massy, qui est professeur titulaire de sciences politiques à l'UQAM. Bonjour, Justin. Bonjour. Merci d'être venu en studio. Vous êtes aussi co-directeur du réseau d'analyse stratégique, donc oui. ça vous parle, tout ça? Un petit peu les désirs d'annexion, oui. Ben justement, faisons un peu le tour de la question. Donc déjà, pourquoi M. Trump, rappelons les faits, là, pourquoi M. Trump se lance dans cette nouvelle provocation? Là? Les Canadiens ont été un peu ses premières victimes là, il y a quelques semaines, mais là, il semble avoir jeté son regard vers le sud aujourd'hui. Oui, on ne sait pas exactement, évidemment, il ne l'a pas dit. Il fait ces posts-là, pas ses tweets, mais ces posts-là sans trop s'expliquer. Ce qu'on sait, c'est que le Panama a augmenté ses tarifs, là, un autre mot qu'il aime beaucoup, Donald Trump, ses droits de passage en septembre dernier. À l'hiver, il y en aura d'autres aussi, augmentations. Et juste pour remettre en contexte, le Panama vit une forme de sécheresse, notamment, et ils ont dû diminuer le nombre de bateaux qu'ils peuvent franchir. Donc, l'économiste en moi dirait là, offre et demande. À un moment donné, si tu peux offrir moins de passages, tu peux augmenter tes droits de passage. Ça pourrait normaliser le flux. Là. En fait, il y a ça. C'est pas tyrannique là, comme manière de faire. Là. Pas du tout. Puis on charge en fonction des coûts. Et là, ce qu'ils ont dû faire, c'est investir beaucoup dans l'infrastructure parce qu'ils fonctionnent avec des lacs, des puits d'eau et tout. Et ça coûte des milliards de dollars. Mais ils projettent cette année faire quand même 68 % de plus d'augmentation qu'en 2023 dans les passages maritimes. Mais l'argent qui est fait est réinvesti beaucoup dans la gestion locale. Et ces tarifs-là ne sont pas juste aux États-Unis. Ils sont bien sûr à tous les autres navires et le canal est supposé être neutre. C'est ça le traité de rétrocession qui s'est mis en place en 1999. Mais Trump, dans sa réponse, il parle pas juste de tarifs. Et donc, ça pourrait être une stratégie simplement pour dire baisser les tarifs des navires américains puis pas ceux des autres pays. Sinon, on va passer ailleurs. Mais sinon, on va le restituer, c'est-à-dire on va le reprendre. Et d'ailleurs, il met la photo du grand drapeau américain sur le canal, évidemment, comme il l'a fait avec la montagne suisse, d'ailleurs, en mettant le drapeau du Canada. Des fois, la géographie est difficile. Mais il a mis l'autre élément aussi dans sa réponse. Il parle de la Chine. Il dit qu'il ne faut pas laisser la Chine contrôler ce canal. Et ce que le Panama a répondu, la Chine ne contrôle pas le canal, c'est nous et on y en assure la neutralité. Mais la Chine a investi énormément au Panama, comme en Amérique latine en général, notamment avec l'investissement dans des ports à l'entrée aux deux entrées essentiellement du canal. Et je pense que ça participe d'une plus grande compétition générale géopolitique entre les États-Unis et la Chine. C'est ça dont il est réellement question. Même chose avec le Groenland. C'est la deuxième fois que Trump en parle. En 2019, c'était la même chose. Il craint que des investissements chinois dans les ports, dans les aéroports, dans l'industrie minière, ça aussi, on est familier avec ça au Canada. Il ne veut pas que ça passe dans les mains des Chinois. Il utilise les menaces envers ses alliés, envers les pays, comme ça, le Panama, le Groenland, le Canada, en disant, alignez-vous sur nous, sinon vous allez vivre les conséquences des tarifs américains, ou voire pire. C'est-à-dire d'un contrôle militaire. Dans le cas du Panama, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Ou le Canada aussi, qui pourrait être envahi par... Bon, c'est sûr qu'on n'a pas l'armée pour défendre notre territoire. C'est un territoire un peu comme le Panama, d'ailleurs. Exactement. Mais ça coûterait beaucoup plus cher aux États-Unis de nous envahir que de nous acheter. Oui, sans doute. Mais justement, parlons d'argent, puisque c'est un peu de ça dont il est question. J'en parlais avec Luc Laliberté à l'instant. Je trouve étrange, puis là, c'est M. Trump, mais c'est aussi un peu une stratégie, j'ai l'impression, américaine, qui est beaucoup plus, justement, alors que les Chinois investissent. Et pourtant, M. Trump, qui est un homme d'affaires, pourquoi est-ce que les Américains ne choisissent pas, justement, d'investir, d'être proactifs, que l'inverse, qui est une stratégie de peur et franchement, je vois mal les Américains annexer le Panama là, dans la communauté internationale. Ce serait fort mal vu. Je comprends pas. C'est même pas crédible comme menace, finalement. Donc, pourquoi pas choisir une mesure plus proactive, plus positive, qui serait celle de la voie de l'investissement, celle de, je sais pas, de la tractation contractuelle? C'est quoi la logique derrière tout ça?
Bien, c'est vrai que c'est pas la plus grande logique par rapport aux Chinois qui, eux, ont plus une approche de soft power, qui vont investir justement et qui vont pas créer les réticences, ils vont pas s'aliéner les gouvernements là où ils veulent investir. Mais les États-Unis de Trump ont une vision différente, très transactionnelle. C'est un homme d'affaires, oui, mais qui fonctionne par la menace, qui a toujours fonctionné peut-être pour payer ses factures. Il y a toujours cette attitude-là un peu négative envers sa compétition qui peut-être le limite à une compréhension plus moyen et long terme. Il parle d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça lui rapporte à lui. Il veut faire des deals. Il veut s'imposer très rapidement. Je pense que ça fait partie de ceci. Il tente c'est vraiment une approche de domination. Il veut humilier, il veut prendre le dessus pour forcer des concessions chez ses adversaires. Mais je ne crois pas que c'est complètement sans crédibilité. Imposer 25 de tarifs au Canada, je pense que c'est possible. Et il pourrait le mettre en place, même si ça coûte très, très cher, pour ensuite réaliser qu'il a commis une erreur, comme ça s'est passé dans le passé aux autres tarifs, et de revenir en arrière en disant, ben voilà, j'ai obtenu ce que je souhaitais. Pour le Groenland, il a déjà réussi à forcer le Danemark à refuser les investissements chinois sur son territoire. Pour le Panama, on pourrait très bien penser qu'il y aurait une réduction de tarifs. Je pense que c'est pas impossible. Ou voir que les navires américains soient escortés peut-être d'une frégate américaine, d'une corvette ou je ne sais trop d'appareils militaires, simplement pour passer un message. Je ne crois pas que ça, c'est dans l'impossible. Par contre, ça n'atteint pas réellement les objectifs des États-Unis qui, dans cette grande compétition-là, veulent effectivement que les alliés des États-Unis s'alignent sur eux et qui limitent le risque d'avoir une dépendance envers la Chine. Dans cette compétition-là, la Chine est vraiment meilleure. Elle a réussi à s'investir beaucoup plus en Afrique, en Amérique latine, dans le reste de l'Asie. Un peu partout. Puis, et ce qui reste, c'est les grands alliés des États-Unis. Et là, qu'est-ce que Trump fait face aux grands alliés? Les antagonise. Les antagonise. Et là, ce qu'il a dit en fin de semaine en plus, on parle souvent du 2% PIB là, des membres de l'OTAN qu'on ne respecte pas, dont le Canada. Bien, là, on évoque le chiffre de 5 pour possiblement accepter un 3 qui sera négocié à La Haye au prochain sommet de l'OTAN. Ça, c'est tout à fait réel et les Européens s'y préparent. Le Canada n'a même pas de plan encore pour atteindre le 2 et là, on serait imposé au 3 avec en plus une balance commerciale négative avec les États-Unis. On s'est placé volontairement dans une situation... Et des déficits publics absolument. D'ailleurs, Mme Freeland a critiqué ça en disant je quitte parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire face à cette menace américaine et on n'est pas prêt. Autant on l'a vu venir de la part du Canada, autant c'est crucial pour notre sécurité nationale. On n'a pas de plan pour essayer de rassurer l'allié. Ce qu'on a fait avec les frontières, d'injecter, je pense, autour d'1,6 milliard, c'est à peu près 300 millions par année. Ouais. C'est ridicule. Il nous reste, Justin, une petite minute. Je voulais vous entendre parce que l'affaire des tarifs de 25 %, c'était le fentanyl et l'immigration. Là, c'est les tarifs maritimes et j'essaie de suivre le quotidien de M. Trump et de comprendre d'où viennent ces presque des berlus, ces drôles d'obsessions et de prédire qu'elle sera demain, là? C'est-à-dire, qui lui chuchote ces âneries pour qu'il... Vous comprenez ce que je veux dire? Il prend quand même de son temps, c'est un homme occupé, là. Il veut régler des problèmes la nuit, mais il veut régler les problèmes du monde, là, bien ou mal. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que là, il se réveille la nuit pour dire qu'il y a du fentanyl qui vient du Canada? Et pourquoi les tarifs des conteneurs au Canada... Ça me semble à la limite médiocre. C'est pas stratégique. C'est pas quelqu'un stratégique. Ça, exact. Lui, il pense à lui-même. Qu'est-ce qui peut l'aider individuellement dans son narcissisme profond? Mais c'est symbolique. Il apprend quelque chose, probablement dans un briefing, dans une conversation avec ses conseillers. Il y a beaucoup de conseils. Maintenant, il reçoit les briefings de la Maison-Blanche, donc pour être prêt pour prendre le pouvoir. Il apprend quelque chose et dit, moi, je vais en faire quelque chose et je vais m'imposer et je vais bien paraître. Il s'impose donc dans cette négociation-là, peut aller extraire quelque chose chez ses adversaires et dit, voilà, j'ai gagné. Ça aidera pas les États-Unis à long terme. Même ça va miner. On est dans un contexte où la Russie veut annexer son voisin, la Chine pourrait annexer, tenter Taïwan. On est dans ce contexte-là. Et là, on a un président des États-Unis, au lieu de défendre cet ordre international qui a été construit depuis 70 ans par les États-Unis, est en train de renverser ses principes et s'aligner ses principaux alliés. C'est ça la force des États-Unis, c'est qu'ils n'étaient pas seuls face à leurs adversaires. Ils le seront de plus en plus, manifestement. Justin Massy, vous êtes professeur titulaire de sciences politiques à l'UQAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Joyeux Noël. Merci.